Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce 39e épisode de podcast. Cette fois-ci, pas de vlog, pas de démiurge, on revient à un épisode normal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dictature des réseaux sociaux. Mais avant, je vais vous parler du thé de l'épisode. C'en est un que je vous teasais un petit peu depuis longtemps. C'est encore un thé de chez Daman Frères. Il s'agit du thé qui s'appelle Noël à Vienne. Alors c'est un thé qui m'a été recommandé. J'ai un trou de mémoire, je suis désolée. Je ne sais plus si c'est Amandine ou si c'est Salina. Mais en tout cas, que ce soit l'une ou l'autre, je les remercie grandement parce que je sais que toutes les deux aiment beaucoup déjà le thé en général et les thés Daman Frères en particulier. Et celui-ci, en fait, m'a vraiment tapé dans l'œil puisque déjà Noël à Vienne, j'étais en train de finir l'oiseau de feu quand je l'ai découvert et en fait il a un côté un peu Zauertorte pour ceux qui connaissent un peu ce dessert vraiment emblématique de la cour impériale de Vienne. En gros c'est un gâteau au chocolat avec du confit d'abricot à l'intérieur. C'est un de mes gâteaux, si ce n'est mon gâteau préféré. Et donc celui-ci est un thé noir avec de l'écorce d'orange, morceau d'ananas et arômes abricot, vanille et chocolat. Donc voilà, il rappelle évidemment Vienne, il rappelle le Zauertorte et en fait je me suis dit c'était vraiment le thé parfait pour moi pour célébrer la fin de l'oiseau de feu. Alors c'est un thé qui est peut-être un petit peu plus connoté Noël avec ses côtés chocolat, etc. Mais j'avoue que voilà, on est quasiment en été là maintenant. On a enfin des beaux jours qui commencent après avoir attendu pendant quasiment un mois et demi. Mais il fait son boulot et il est vraiment très très bon, je le conseille très fortement. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner quelques petites news. Parce que je ne sais pas quand est-ce que ou dans quelles conditions je pourrais vous les donner. Alors tout simplement, déjà d'une part, j'ai signé mon contrat d'édition pour l'oiseau de feu. Je vous en reparlerai en temps voulu pour vous révéler donc la maison d'édition auprès de laquelle l'oiseau de feu va sortir, évidemment. Je compte faire aussi des épisodes qui vont suivre mes corrections éditoriales et essayer de vous faire des épisodes donc sur toute la suite, sur peut-être justement la relation avec l'éditeur, avec aussi tout ce qui est communication, etc. qui vont s'en suivre. En tout cas, voilà, ça va arriver. Et alors, évidemment, ça risque d'être peut-être une nouvelle qui va aller à l'encontre de ce que je viens de vous dire. Mais je vous disais dans le précédent épisode, même peut-être dans celui d'avant, dans l'épisode de 37, donc le vlogcast, c'est que je vous révélais que j'allais être maman, je vais accoucher fin août, donc il y a de très très grandes chances que, la fréquence des épisodes de ce podcast soit un petit peu chamboulée. Je ne garantis pas que ça arrivera toutes les 2 semaines comme prévu et même peut-être aussi l'épisode de Patreon va peut-être aussi sauter, j'en suis désolée, mais je préfère prévenir que ça risque d'être un petit peu plus compliqué de sortir de manière régulière les épisodes, même si j'espère retrouver une certaine stabilité, peut-être pas tout de suite évidemment, mais quand le bébé sera là, j'aurai passé peut-être les premiers mois, il y aura, j'espère, un retour de ce podcast. Donc stay tuned comme on dit, en tout cas restez à l'écoute au moins jusqu'à ce que je me mette en pause, on va dire. En tout cas, je ne vous oublie pas, j'adore ce podcast, je ne compte pas le laisser tomber, à moins que ce soit vraiment absolument impossible de continuer. Mais soyez déjà informés dès aujourd'hui que ça risque d'être un petit peu plus relax, on va dire, les sorties de podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que j'ai appelé la dictature des réseaux sociaux. Je suppose que peut-être certains ou certaines d'entre vous la ressentent. Là, je vais parler peut-être plus en ce qui concerne le dessin, mais je pense que ça peut aussi concerner l'écriture, donc toutes celles et ceux qui écrivent des romans, etc. Puisque
les réseaux sociaux sont devenus une partie vraiment intégrante de tout ce qui est communication de manière générale, que ce soit avant, après, en tout cas pour les bouquins, avant, après l'écriture du roman ou même pendant, et tout ce qui est dessin, donc tous les artistes qui, comme moi, produisons des dessins, des illustrations, c'est aussi une vitrine de ce qu'on fait et de ce qu'on défend, de ce qu'on aime, etc. Alors pour vous parler de ce que je ressens à propos de la dictature des réseaux sociaux, je vais un peu plus vous parler de moi, mon parcours sur Internet et sur les réseaux sociaux, et aussi de tous les problèmes que j'ai pu voir par rapport à justement ce que les réseaux sociaux nous imposent de faire ou de ne pas faire. Ce sera sans doute pas exhaustif du tout, mais ça peut peut-être donner des pistes de réflexion et peut-être vous trouverez des choses qui résonnent par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous pensez, et peut-être qu'on pourra ouvrir une discussion là-dessus. Alors moi, en ce qui me concerne, les réseaux sociaux, c'est pas que Facebook, etc. Pour moi, c'est des espaces où on peut partager avec d'autres personnes, souvent ceux et celles qui ont les mêmes atomes crochus, les mêmes domaines fandom, etc. De pouvoir présenter nos productions, on va dire, mais pas que. C'est aussi un endroit où on peut se connecter avec des gens donc, qui ont ces mêmes points communs et centres d'attention, on va dire. C'est souvent le moment où on va rejoindre des communautés ou en tout cas faire partie de communautés qu'on pensait peut-être être tout seul de son côté dans sa petite ville, et d'un seul coup, Internet permettait que tous les fans de X ou tous les gens qui lisent, par exemple, tous les gens qui écrivent, même si on se sentait seul autour de nous, on puisse se retrouver malgré les distances, malgré les time zones. C'était un endroit où on pouvait se retrouver. Alors pour ma part, ça a commencé déjà il y a en fait assez longtemps, en 2003-2004. Je pense que c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à Internet. Je pense que j'ai commencé à avoir accès à Internet dans les années 1999-2000. On commençait à avoir Internet à la maison, je sais pas si vous vous souvenez, mais Club Internet, les forfaits de 40 heures qui ensuite sont passés en illimité, et puis après il y a eu la DSL, etc. Et à cette époque, il y avait déjà un peu de choses. On commençait à avoir accès à des tutos d'ailleurs, et je me suis rapprochée de sites. Alors peut-être que ça rappellera des choses à certains et certaines d'entre vous. Le premier site sur lequel je me suis inscrite, alors plutôt en visiteuse plus qu'en participatrice, on va dire, c'était un site qui s'appelle Elfood, qui était un site où plein d'artistes postaient leurs dessins. C'est avec ça que j'ai commencé donc à regarder ce qui se faisait ailleurs, en dehors des gens qui dessinaient autour de moi, c'est-à-dire peut-être, je pense à des personnes que je peux compter sur les doigts d'une main, quoi. Et là, d'un seul coup, on avait des artistes américains, des artistes européens, des artistes comme vous voulez, enfin vraiment. Et là, plutôt dans un domaine plutôt artistique, fantasy, imaginaire, les fées, les dragons, tout ça. Et c'était la première fois que je voyais autant de contenu et de qualité parfois différentes, mais aussi ça allait dans tous les sens, il y avait plein de choses. Là-dessus, il y a DeviantArt qui est arrivé. Je pense que je me suis inscrite sur DeviantArt en 2004, donc là, je vais quasiment fêter mes 20 ans, et c'est un anniversaire un peu triste parce que il y a quelques semaines, j'ai carrément en fait fermé ma galerie sur DeviantArt. Enfin, je l'ai fermée. Disons que j'ai enlevé tous mes dessins de mes galeries sur DeviantArt, alors que voilà, ça faisait 20 ans que j'étais dessus, tout simplement parce que DeviantArt est en train de tourner d'une manière qui me plaît pas du tout. Bon, déjà que c'était en train de péricliter depuis quelques années, mais là ils mettent la part belle à tout ce qui est IA, etc. Il y a tout un truc où en fait le site est déjà aspiré à l'époque pour tout ce qui était NFT. Moi j'ai eu plein de dessins qui ont été volés et donc mis à disposition pour être transformés en NFT, alors que j'ai jamais donné mon accord. Et évidemment, si ça se vend, les sous ne me sont pas rendus, hein. C'est quelqu'un d'autre, c'est même des bots en fait qui aspirent les galeries de DeviantArt. Enfin bref, c'était vraiment pas à la panacée. Et là j'ai décidé justement d'enlever tous mes dessins de DeviantArt, et ça a été quelque chose d'assez difficile à moi de faire parce que en fait DeviantArt pour moi c'était un endroit où il y avait littéralement tous mes dessins depuis 2004, que ce soit les dessins finis, que ce soit les croquis. Vous aviez en fait un livre ouvert sur toute mon évolution artistique depuis quasiment 20 ans, quoi. Et là, le fait de le fermer, ça m'a vraiment foutu un coup parce que d'un seul coup, j'avais plus accès, même si mes dessins sont toujours là quelque part, hein, mais le grand public et moi-même, j'avais plus accès à mes galeries où tout était encore là. C'est quelque chose qui m'embête par rapport à Instagram, parce que Instagram a toujours le vent en poupe, hein, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher en ce moment. Mais Instagram met la part belle à tout ce qui est en fait la dernière sensation, les dernières choses que vous faites. Si vous voulez remonter 1 an, 2 ans, 3 ans, la production que vous avez faite il y a quelques années, c'est assez compliqué, c'est assez chiant sur Instagram, clairement. Voilà.
voilà, l'accent est donné sur la dernière sensation, la dernière production. Et DeviantArt, ça, vous avez évidemment ça, mais vous aviez aussi accès en fait très facilement à des années de dossiers. Vous aviez des dossiers thématiques en fonction de ce que vous vouliez faire. Moi, j'avais un dossier concernant Versipellis, j'avais un dossier concernant tout ce qui était fanart, j'avais un dossier concernant tout ce qui était Star Wars, j'avais un dossier concernant tout ce qui était les Chevaliers Dragons de Perles. Enfin bref, voilà, vous voyez. Donc dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait plaire à quelqu'un, il pouvait aller dans tel ou tel dossier et trouver ce qui lui plaisait. Il pouvait facilement laisser des messages, on pouvait facilement discuter, que ce soit en public ou en privé. Enfin, il y avait quelque chose de très facile et sans pression que j'appréciais à l'époque et qui n'est plus du tout là. Et comme je vous disais, en fait, depuis quelques temps, DeviantArt est envahi par tout ce qui est IA. Et quand on est des vrais artistes et qu'on essaye justement de se tripatouiller autour de ça, on est complètement envahi et on ne trouve plus sa place. Et c'est pour ça que j'ai décidé de fermer mon compte DeviantArt. J'avais ensuite enchaîné avec des blogs, puisque c'était aussi la mode à l'époque, c'est-à-dire que vous aviez un blog sur lequel vous postiez tous vos nouveaux dessins. C'était un peu le même principe en fait qu'Instagram, mais c'était pas du tout en fait concentré au même endroit. Il fallait s'intéresser aux personnes, c'était à l'époque où il fallait aller chercher les gens, où il fallait en fait s'abonner à eux, et on avait des sites comme Feedly par exemple, où on avait tout regroupé, toutes les nouveautés de tel ou tel blog qu'on suivait, et on pouvait comme ça suivre et avoir toutes les nouveautés des gens qu'on suivait. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu aussi. Les blogs ont un peu périclité aussi en faveur de tout ce qui est Facebook, Instagram évidemment. Il y a eu aussi Tumblr qui a eu son côté rise and fall il y a quelques temps, qui était omniprésent il y a quelques années et qui aussi a tombé dans l'oubli, qui a un peu des sursauts, mais bon, c'est un peu compliqué parce que ça avait changé de main il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était Yahoo qui avait repris et ça avait un petit peu fait retomber aussi la hype autour de cette plateforme. Il y a eu Facebook ensuite évidemment, ensuite il y a eu Instagram, enfin etc. Vous voyez, il y a eu plusieurs plateformes qui étaient à la mode à un moment et sont retombées au profit d'autres. Et c'est toujours cette espèce de fil on passe de l'un à l'autre en espérant être sur la nouvelle plateforme à temps, on va dire, parce que souvent, par exemple sur Instagram, si on avait un peu loupé le coche, on pouvait avoir des problèmes pour commencer à se faire connaître. Enfin voilà, c'était vraiment le jeu en fait de savoir à quel moment sauter sur une nouvelle plateforme, mais c'est encore quelque chose qui se fait aujourd'hui et qui peut être aussi assez problématique. Alors pourquoi est-ce qu'on ressentait le besoin justement d'aller sur ces plateformes-là ? Pour moi, c'était en fait en tant qu'artiste, encore une fois je parle en tant qu'artiste, donc dessinatrice, c'était la nécessité de partager ses dessins, parce que quand on dessine, en général on dessine pour soi évidemment, sans pression, mais on a envie de le montrer au monde entier souvent. On a envie juste de partager ce qu'on aime, on a envie de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi enthousiastes que nous sur ce qu'on aime, et ça c'était vraiment la motivation numéro 1 qui nous faisait partager ça. Et au fur et à mesure, c'était aussi une volonté de se connecter avec d'autres personnes, de se connecter avec d'autres artistes, de se connecter avec d'autres fans de la même série, ou même des fans qui pouvaient apprécier notre travail. C'était évidemment pour se montrer et essayer de sortir, je dirais pas de l'anonymat, mais en fait de montrer notre travail pour qu'il puisse être vu. C'était pour se faire des amis aussi, ce qui m'est arrivé. Je pense à Cathy Cut, je pense à Ayashinta, à Orpheline ou à Ito. Ça a été un élément extrêmement important de DeviantArt déjà à l'époque, justement, de se faire des amis qui sont encore parmi des amis très chers et très proches. C'était aussi très nécessaire, en tout cas à l'époque, pour trouver des clients quand on a commencé à se professionnaliser, puisque moi j'ai commencé en 2004, j'étais encore à l'école, je commençais l'école de 3D, donc évidemment je cherchais pas de travail à cette époque-là, mais pour notamment les artistes qui passent en freelance, qui ont une volonté aussi de montrer leur travail, s'ils ont un portfolio, je ne sais pas moi, de storyboard, de chara design, de peu importe, enfin de création de décors, etc. C'était un endroit, même sur DeviantArt déjà à l'époque, c'était un endroit où les grandes maisons qui font des jeux vidéo, etc. faisaient leur marché. Il y a plein de gens qui sont passés de DeviantArt comme ça à Blizzard ou à Riot ou à je ne sais quoi. Et encore maintenant, c'est évidemment encore très vrai en fait de trouver des clients quand on est en freelance, quand on est en indépendant, de trouver des clients via Instagram, via Facebook, etc., via TikTok maintenant. Et c'était aussi donc, comme je vous disais, pour faire partie d'une communauté,
de fans autour d'un fandom qui pouvait être aussi grand que possible ou aussi niche que possible. Et c'était aussi pour créer une communauté autour de soi et autour de ses productions. Et aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux et la façon dont ils sont gérés et dont ils ont été aussi créés, c'est la rétention d'attention. Ça, vous en avez sans doute entendu parler, c'est que ils ont besoin que vous soyez toujours dessus. Et ils ont besoin que vous consommiez au maximum leur application pour qu'ils puissent en fait vous passer un maximum de pubs et de contenus sponsorisés parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je me suis rendu compte que ça a été un énorme problème pour ma santé mentale. À un moment, en fait, ça m'a poussé à un point où c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais j'essayais de partager ce que je faisais. J'estimais que c'était pas non plus trop amateur, etc. Et que ça avait de la valeur, pas forcément de la valeur monétaire ou voilà, mais que c'était joli, que ça pouvait plaire, etc. Et ça pouvait plaire surtout à plus de personnes que les gens qui me suivaient. Et c'est là où on commence aussi à se comparer à d'autres qui réussissent mieux. On comprend pas forcément des fois pourquoi. On se compare avec d'autres artistes qui réussissent mieux, qui ont mieux réussi à se mettre en avant, pour qui la chance a mieux souri tout simplement, qui ont plus facilement engrangé les likes, les follow, etc. Et c'est là où on commence à stresser par rapport aux chiffres, par rapport aux statistiques, par rapport à la volonté d'avoir des likes, par rapport à être toujours productif, à toujours avoir quelque chose de nouveau à proposer, à essayer de trouver la dernière tendance, à surfer dessus avant tout le monde. Et tout ça en étant tributaire de leur algorithme qui, selon son bon vouloir, va vous visibiliser ou ne pas du tout vous visibiliser. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de créateurs qui, au bout de quelques années, ont senti vraiment une fatigue à cette course à l'échalote et qui ont décidé de se recentrer sur, en fait, on ne veut pas créer du contenu, on veut créer de l'art, on veut dessiner comme on veut. On ne veut pas en fait faire la nouvelle sensation tous les jours parce que c'est juste impossible. On peut pas faire un dessin fini, fignolé, etc. à poster tous les jours et avec aussi tout l'espèce de service après-vente, de veille de réseaux sociaux, etc. à répondre à tout le monde et tout ça. Parce que ce qu'on aime faire à la base, c'est dessiner et montrer ce qu'on a fait. Et en fait, cette espèce de shift entre créer du dessin ou créer des photos, hein, ça peut être pareil, enfin créer quelque chose qu'on produit comme ça et créer du contenu pour alimenter ces machines qui sont en fait des puits sans fond, c'est juste impossible. En plus de ça, je vous parlais des algorithmes. On n'arrête pas de nous dire en fait les algorithmes, c'est simple, il faut juste, plus tu vas produire des choses qui font que les gens vont rester sur les plateformes, plus tu vas être mis en avant, plus tu vas produire et en fait être régulier et de faire du contenu de manière régulière, de manière qualitative évidemment, plus tu vas être mis en avant. Et en fait, il n'y a aucune donnée sur ces algorithmes-là, à part des gens qui vous expliquent que l'algorithme fonctionne comme ci, comme ça. Et c'est très mystérieux, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler et qui, au final, est extrêmement fatigant, extrêmement usant quand notre vie professionnelle, en tout cas pour ceux qui sont en freelance ou même qui dessinent, qui veulent être vus tout simplement, dépendent de ces choses dont on n'a absolument aucun contrôle. Et sans compter évidemment sur les shadowbans inexpliqués, c'est-à-dire ces moments où vous avez posté quelque chose et vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez encore moins de personnes qui reçoivent, qui vont voir ce que vous avez posté. Vous avez le nombre d'artistes qui disent, par exemple, je sais pas moi, j'ai 4000 personnes qui me suivent, mais en plus les chiffres via les stats, vous savez qu'il y a à peu près 10% en fait des gens qui vous suivent, qui reçoivent vos nouveautés. Évidemment, les feeds, plus vous allez suivre en fait des gens, plus votre feed va être sélectif, tout simplement parce que c'est impossible d'avoir les nouveautés de tout le monde, c'est impossible de suivre. Et en plus, quand vous faites des choses qui, pour une raison un peu mystérieuse, ne plaît pas du tout à l'algorithme ou carrément à la plateforme, vous êtes shadowban sans explication, sans motif d'explication d'ailleurs, ou sans forcément des fois vous en rendre compte, à part que vous faites encore moins de reach, que votre contenu est encore moins montré à des personnes, voire carrément pas du tout montré. Et vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous ne savez pas si vous allez revenir à un moment ou à un autre. Enfin, c'est vraiment, il y a de quoi se tirer les cheveux, il y a de quoi vraiment en avoir ras-le-bol.
Et à tout ça, vous rajoutez les problèmes que l'IA provoque dans tous ces métiers-là, en fait. J'en avais déjà parlé dans un tout premier épisode de créativité de l'IA, de ce que j'en pensais. Là, c'est encore plus compliqué parce que l'IA se perfectionne, mais à vue d'œil, quoi. Je veux dire, je me souviens que j'avais commencé à l'époque où j'avais fait l'épisode, j'avais bidouillé des trucs pour voir un petit peu ce que faisait l'IA à l'époque sur Midjourney. Je suis revenue quelques mois plus tard, juste pour voir par curiosité, et ça avait fait un bond de géant, même s'il y avait encore plein de choses, c'est moche, etc. Mais là, en plus, comme je vous disais, de plus en plus structuré, de plus en plus perfectionné, avec tout ce que ça entraîne comme problème éthique, comme problème, ça pique du travail à des illustrateurs et des illustratrices, des artistes. Et en plus de ça, les grandes structures essaient de nous imposer, que ce soit DeviantArt, et là notamment Meta, qui vient de nous remettre une couche avec cette possibilité à objecter. Ils nous demandent notre avis en tant qu'artiste si on veut faire en sorte de ne pas être aspiré dans leur système pour que leur IA s'entraîne sur nos contenus, que ce soit donc visuel ou textuel. Et en plus de ça, pour Meta, il faut faire la demande pour Instagram et aussi pour Facebook, donc 2 demandes différentes, sans aucune assurance que ça va être respecté. J'ai un peu l'impression qu'ils pourraient faire n'importe quoi avec nos données, ce qu'ils font déjà un petit peu. On n'aurait rien à dire et rien à faire, à part, peut-être quitter leur plateforme, mais nous, ça nous pénalise puisqu'il y a beaucoup de choses qui passent par leur plateforme pour notre visibilité, tout simplement. Donc, en fait, ils nous tiennent un peu par les... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et même s'ils respectent, en tout cas en Europe, la RGPD, en fait, on n'a aucune assurance qu'ils respectent ce qu'ils vont dire et qu'ils vont pas essayer de nous la faire à l'envers. En plus de ça, il y a toujours quelque chose en plus de ça, c'est que il y a plein de nouvelles plateformes qui sortent à peu près tous les 6 mois ou tous les ans et qui vont surfer sur le mécontentement notamment des artistes. C'était déjà le cas avant que l'IA sorte et ne bouscule tout. Je pense à Vero, je pense à Artful. Là, dernièrement, c'est Cara, on entend parler de ça. Donc, tout le monde est en train d'ouvrir des nouveaux comptes sur ces trucs-là, tout en gardant encore un pied dans Instagram parce que on sait que c'est par là que se fait encore le gros du trafic, on va dire, et que il y a de grandes chances que ces nouvelles plateformes-là, elles aient peut-être 2 semaines, 1 mois d'existence parce que tout le monde va être à fond dedans, et puis ensuite disparaître tout doucement parce qu'en fait, tout le monde va revenir vers le côté un peu pratique et vers le côté que tout le monde connaît d'Instagram. À côté de ça, il y avait eu X aussi, Twitter qui était aussi une grosse plateforme pour pas mal d'artistes qui, avec les virages qu'on a connus dernièrement, plein d'autres plateformes ont commencé à émerger, donc comme Blue Sky ou Threads, qui aussi appartient à Meta. Et donc, toute cette multiplicité de plateformes qui pop et qui demandent chacune notre temps, notre attention, c'est juste impossible de suivre tout, quoi. Ça pompe notre énergie, ça pompe notre temps, ça pompe notre attention, comme je vous disais, et c'est juste impossible. C'est un peu with or without you, c'est qu'on ne peut pas passer outre ces plateformes-là aujourd'hui, à l'heure actuelle, et en même temps, c'est juste impossible de vivre avec, parce que ils en demandent trop et profitent de leur hégémonie pour, en fait, nous presser comme des citrons. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de mouvements de résistance par rapport à ça, de gens que je connais, que je côtoie, qui en fait décident d'arrêter de jouer selon leurs règles du jeu, et tant pis si on est moins vu, tant pis si on est moins suivi. Et qu'est-ce qu'on fait par exemple quand on a des moments de hard block? Moi par exemple, c'est pareil, ça fait peut-être 1 an que j'ai quasiment rien posté d'intéressant. Je suis sûre que je suis dans le tréfonds d'Instagram. Si demain je poste quelque chose, je sais très bien que je vais être vue par encore moins de personnes qui me voient d'habitude. Ça, en plus, c'était sans compter aussi les plateformes qui nous poussent à faire de nouveaux formats. Par exemple, l'arrivée de TikTok a fait que Instagram a dû en fait s'adapter et nous a forcé à nous adapter aussi avec les stories, avec tout le format vidéo qui demande encore plus de préparation que juste je dessine un truc et je vous le poste et je vous montre et puis voilà. Et ça, quand on a une vie à côté, quand on a un métier à côté, c'est juste impossible de faire ce qu'ils demandent. Et on est puni pour ça. Et ça, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de truc déjà tout fait, vous expliquer comment faire, bref, c'est même toutes les vidéos qui vous expliquent comment gagner 10 000 followers sur Instagram en 2 mois, bref, tous ces trucs-là que tout le monde va regarder avec avidité, et on va se rendre compte qu'à chaque fois, c'est toujours un peu les mêmes recettes, c'est poster fréquemment, bien remplir les stats, bien remplir les hashtags, et puis
tant pis, il faut se consacrer à faire des stories et des reels parce que c'est ce qui est nouveau et ce qu'ils vont mettre en avant. En fait, on est forcé de jouer selon leurs règles. Et voilà, la réflexion, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait ? À quel moment on dit non, j'ai envie de reprendre la main sur ce que je propose, sur ce que je fais, sur mon temps, sur ce que j'ai envie de partager, sur en fait la pression que ça provoque sur quand est-ce que je dois poster des nouvelles choses, qu'est-ce que je dois poster, est-ce que je dois poster des choses qui sont trendy, qui sont dans le vent, ou alors des choses qui sont importantes pour moi et qui nécessitent peut-être plus de temps. Mais c'est pareil, quand on voit les dessins vraiment aboutis sur lesquels on a passé grave du temps et qui ont à peine le quart du tiers de vue d'habitude et qu'on poste une photo où, je sais pas moi, on monte n'importe quoi, enfin des trucs qui ont absolument aucun intérêt et on voit que c'est plutôt ça qui est mis en avant et qui amène des gens. En fait, il y a des moments où on ne sait plus sur quel pied danser, on marche sur la tête et on ne sait plus quoi faire. Voilà, il y en a, comme je vous disais, qui décident d'arrêter de jouer selon leurs règles, de poster quand ils ont envie et seulement quand ils ont envie, et tant pis si les gens sont là ou pas. Il y a des gens qui reviennent à des méthodes peut-être de communication plus directes comme les newsletters. Je vous renvoie d'ailleurs à cet épisode-là, mon épisode 35 sur créer son site internet et portfolio, puisque quelque part c'est un peu le pendant de cet épisode-ci. C'est aussi se réapproprier sa propre distribution, on va dire, sa propre visibilité via son site internet et via son portfolio, tout en gardant peut-être une plateforme comme ça de réseaux sociaux pour être facilement joignable et pour peut-être poster des choses qui sont un peu plus random, on va dire. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu hybride à trouver pour essayer de refaire tomber la poussière et essayer de retrouver un peu de sens et de temps long en fait dans ce truc où il faut toujours produire plus vite, il faut toujours surfer sur ce qui est cool et au final on s'y perd. Voilà, c'est un long épisode, je suis un peu partie dans tous les sens. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je sais que tous ces problèmes de réseaux sociaux m'ont vraiment posé problème de santé mentale, clairement. Ça a été une des raisons pour laquelle j'ai dû aller consulter une psy parce que j'en sortais plus et il a fallu pas mal de temps et pas mal d'années pour essayer de prendre du recul sur le mal que ça pouvait faire. J'imagine que pour tout ce qui est écriture, c'est aussi similaire. C'est sensiblement la même chose, c'est à être poussé à produire toujours plus, toujours pareil. En tout cas, j'ai un peu déposé ça là comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que chez vous c'est devenu aussi compliqué ? Est-ce que chez vous vous trouvez des manières de vous en détacher ? Est-ce que, je sais pas moi, cette multiplicité des plateformes vous convient ou pas ? Est-ce que vous êtes encore sur Vero ou sur Artful ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez trouvé votre compte ? Dites-moi comment est-ce que vous en sortez ? Comment est-ce que vous réussissez à retrouver un peu de sérénité là-dedans ? Parce que je pense que tout le monde a besoin de sérénité en ce moment. Et surtout sur les réseaux sociaux. Voilà, écoutez, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, lol, ou sur mon site internet, évidemment. Donc c'est careclara.fr. Vous avez l'onglet podcast où vous avez tous les articles concernant tous les épisodes qui sont sortis. Et on se retrouve dans un prochain épisode, j'espère dans 2 semaines. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, le tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!